Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus finalement quand même nombreux ce soir, même s'il y a des places encore disponibles, vous êtes quand même assez nombreux pour un sujet qui est donc quel droit pour protéger la nature, qui a priori comme ça peut apparaître comme un peu technique, mais en fait qui est infiniment et éminemment politique. Je dis souvent, j'ai fait des études de droit pendant 6 ans, et ce qui m'a épaté, c'est que il y a que la dernière année où on a fait vraiment du droit de l'environnement. Et ce que je trouvais dingue, c'est qu'il y a entre 200 et 300 textes depuis les années 70 qui ont été mis en place pour défendre l'environnement. Enfin, je vais pas tous les citer là, mais par exemple, vous avez la Convention de Ramsar sur les zones humides de 71, vous avez le protocole de Montréal, vous avez plein de textes comme ça qui existent depuis les années 70, et on s'aperçoit que la plupart des gens ne le savent pas. On s'aperçoit que encore aujourd'hui, toujours, ces textes semblent pas avoir de valeur juridique par rapport au droit des affaires ou au droit du commerce sur la scène nationale comme sur la scène internationale. Et moi, j'aimerais vraiment savoir comment arriver à inverser la hiérarchie des normes pour arriver à imposer tous ces nouveaux textes-là, parce que je vais pas faire le constat que j'imagine tout le monde connaît dans la salle sur le réchauffement climatique, sur la perte de biodiversité, sur tout ça, mais la seule chose que l'on sait, c'est que nous sommes rentrés dans l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire que l'homme en tant que tel est aujourd'hui une force tellurique sur la planète qui a des impacts sur l'ensemble de la biodiversité, et que face à ça, il faut absolument que le droit non seulement évolue, mais arrive à imposer toutes ces règles qui existent et qu'on n'arrive pas encore à mettre en application. Donc, je voulais commencer par Valérie Cabane, donc qui est juriste internationale spécialisée sur les droits humains, qui a beaucoup travaillé notamment sur l'écocide et qui vient de sortir un livre qui s'appelle Un nouveau droit pour la Terre, et qui connaît bien tous ces sujets-là. On peut commencer sur ce constat, sur les normes qui existent, pourquoi elles ne sont pas mises en application, et comment est-ce qu'on peut imaginer arriver à faire avancer le schmilblick sur cette question-là. Et je te laisse la parole à peu près une dizaine de minutes. Puis après à Noël, et après il faut surtout qu'il y ait beaucoup de temps pour la salle aussi si vous avez des questions. Donc on va essayer de pas faire long à chaque fois les interventions. Merci. Bonsoir. Effectivement, il fait chaud ce soir, donc je pense que beaucoup d'entre nous avions envie d'être plutôt dehors. C'est une forme de déni en fait, hein. C'est une forme de déni. Vous avez peut-être lu le dernier rapport qui vient de sortir, qui nous montre que nous sommes effectivement sur le chemin le pire que le GIEC avait pu proposer, à savoir une augmentation des températures à la fin du siècle de 3,3 à 5,5 degrés. C'est intéressant de savoir qu'il y a 10 000 ans, puisque Benjamin, tu parlais de l'Anthropocène. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Anthropocène, c'est une ère géologique, je dirais, symbolique, fictive pour l'instant, qui n'a pas été encore officialisée, bien que les géologues commencent à se rendre compte que même au niveau géologique, nous avons été en capacité de créer, je crois, 134 minéraux nouveaux sur Terre, qui n'existaient pas en l'espace de 150 ou 200 ans, lorsque nous faisons de l'extraction minière, en fait, par l'érosion et les conséquences chimiques que cela a sur les roches. Voilà, on se rend compte qu'on est même capable aujourd'hui de créer des minéraux. Mais pendant 10 000 ans, nous avons vécu dans l'ère de l'Holocène. Et il y a 10 000 ans, à la fin de l'ère glaciaire, la température terrestre a augmenté de 4 degrés de façon globale. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, les océans sont montés de 130 mètres. Et là, on nous annonce que, bien évidemment, nous n'arriverons pas à respecter les engagements de l'accord de Paris à 1,5 degré, voire 2 degrés, mais que peut-être nous allons aller vers 4, voire 5 degrés de plus. Donc nous sommes vraiment dans un déni, et un déni qui, de fait, se voit dans le droit, parce que si la protection de l'environnement est devenue un sujet depuis le début des années 70, à travers les différents sommets de la Terre, les différents traités, les différentes législations qui ont pu être construites. D'une part, il est resté un droit extérieur à nous, la preuve. Nous parlons d'environnement, quelque chose qui nous est extérieur et qui n'inclut pas l'humain véritablement au sein de cette nature dont cette humanité est issue de la nature. Nous sommes la nature, mais nous ne l'avons pas du tout inscrit dans le droit parce que nous ne l'avons pas nous-mêmes vraiment dans notre conscience. Là, je parle des Occidentaux. Ça, c'est une première chose. Donc, nous essayons de protéger l'environnement dans des cases.
Nous allons protéger les orchidées, nous allons protéger les espèces migratrices, nous allons protéger éventuellement l'Arctique au mieux, mais nous ne regardons pas du tout le vivant dans sa dimension écosystémique. À mon avis, la deuxième cause, c'est qu'au même moment, ont émergé sur la scène internationale les multinationales, qui ont véritablement, se sont multipliées à partir des années 70, et pour le coup, de leur côté, ont tenté, et tentent encore aujourd'hui, de faire régresser les droits humains et le droit de l'environnement, et des États qui se sont retrouvés en collusion d'intérêts, véritablement, entre le secteur économique et la protection de sa population et de son territoire. Et donc, oui, il y a aujourd'hui un véritable écueil, et je crois que c'est le moment pour que la science s'en mêle. C'est-à-dire que finalement, pour que le droit puisse s'appuyer sur la réalité scientifique, sur ce que les chercheurs disent, la façon dont ils nous alertent sur ce qui est en train de se passer, et de la même manière, il est important que le droit, à un moment donné, s'affranchisse finalement de considérations économiques ou de considérations politiques pour revenir au cœur de ce qu'il est, à savoir véritablement protéger la dignité de l'homme. Et cette dignité de l'homme aujourd'hui est véritablement menacée par les conditions d'existence qui se profilent, ce qui veut dire qu'il faut faire avancer le droit aussi dans une conception, je dirais, transgénérationnelle, c'est-à-dire protéger d'un côté l'écosystème Terre en tant que source de vie et protéger de l'autre la dignité des générations à venir, et donc poser des devoirs à l'humanité présente vis-à-vis de ceux qui sont à venir. Mais on y reviendra, je pense. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant parce que ça va être tout le sujet de cette soirée, je pense. Merci beaucoup Valérie. Du coup, par rapport à ce que tu disais là sur cette vision anthropologique également très occidentale de la façon de considérer la nature, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit le terme environnement et non pas le terme nature en droit, est-ce que le droit de propriété privée notamment n'est pas un des gros obstacles en droit pour... qui empêche justement de pouvoir avoir une nouvelle conception de la nature en tant que tout, dans lequel l'humain n'est qu'une partie, les autres êtres vivants comme les animaux, ce qu'on appelle les êtres non humains aujourd'hui, sont aussi une autre partie. Est-ce que, juste pour compléter ton intervention, est-ce que juridiquement c'est pas une révolution mentale totale qu'on ne doit pas faire pour réenvisager totalement le droit selon une vision qui ne soit même plus occidentale mais qui s'inspire de la vision traditionnelle des peuples autochtones par exemple, qui n'ont pas du tout le même rapport à la nature que les occidentaux modernes? Alors là on a fait un saut quantique entre le livre que je viens de sortir et le prochain qui sort en septembre, qui parle effectivement de nouveaux modes de gouvernance en osant aller titiller là où ça fait mal. Véritablement. Et pour moi, il y a deux principes qui sont problématiques dans la façon dont le droit occidental s'est construit. Et on pourra revenir le pourquoi ce droit occidental s'est construit de cette manière. Mais oui, c'est d'une part, effectivement, le fait que nous considérons que nous sommes propriétaires des territoires sur lesquels nous vivons, au point même que la propriété privée est inscrite dans le Code civil français en disant qu'il faut que vous construisiez un mur de 2 mètres de haut autour de votre terrain pour bien dire que c'est chez vous. Et que les peuples autochtones se considèrent, eux, appartenir à un territoire dont ils ont juste l'usufruit, et un usufruit partagé avec le reste du vivant, avec qui ils ont appris depuis des millénaires à composer et surtout à comprendre ce lien d'interdépendance dont ils ont besoin pour que l'écosystème dans lequel ils vivent puisse se régénérer, puisse perdurer, puisse évoluer et puisse effectivement continuer à leur donner leurs moyens d'existence et pas seulement, leur médecine bien évidemment, et des savoirs qui vont au-delà, puisqu'il y a une dimension spirituelle chez les peuples autochtones dans la relation qu'ils ont avec la nature. Donc oui, la propriété privée est un problème, et il ne s'agit pas de revenir au marxisme, puisque Marx n'a jamais dit que la propriété privée était un problème. Il a simplement dit qu'il fallait réfléchir à comment se réapproprier les biens de production collectifs, mais que la propriété privée était un principe indérogeable pour l'homme. Parce que dans la pensée
marxiste, qui est finalement le reflet de la pensée occidentale malgré tout, l'homme est en haut de la pyramide. Nous avons une vision du monde qui est totalement pyramidale, avec des règnes, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Nous organisons nos propres sociétés selon ce schéma. Alors vous avez des sociétés de caste, vous avez des sociétés de classe, excusez-moi mais c'est exactement la même chose. Et nous avons un système hiérarchique à tous les niveaux, quel qu'il soit, dans notre milieu professionnel, dans notre milieu universitaire, en politique, dans les associations, sauf celles qui commencent à se lancer dans la sociocratie, et encore. Et donc, cette vision du monde-là, le fait que l'homme, finalement, soit dans une... Alors, ça se comprend, je veux dire qu'on a cette conscience qui nous permet d'être la nature qui se regarde elle-même. C'est extraordinaire. Nous sommes la nature qui se regarde elle-même. Mais nous en avons oublié que nous étions la nature. Nous avons passé notre temps à regarder les étoiles, et à nous dire, mais ce cosmos est immense, et comment puis-je l'atteindre à tous les niveaux? Sauf que l'arbre, pour qu'il se déploie ses branches vers le ciel, et pour qu'il puisse tenir au vent, il a besoin de s'enraciner. Et plus il se déploie vers le haut, et plus il s'enracine profondément. Et ce sont ces racines-là que nous sommes effectivement en train de perdre, et qui nous mènent véritablement à rendre la planète Terre de plus en plus inhabitable pour l'homme et pour, bien évidemment, toutes les espèces vivantes qui existent. Alors vous me direz, oui, tu l'as dit tout à l'heure Benjamin, le changement climatique, vous connaissez le problème, mais il y a bien d'autres limites planétaires que nous avons franchies et qui nous mènent vers un état totalement instable, de façon extrêmement rapide, un état de l'écosystème terrestre auquel nous ne sommes pas préparés. Ou alors peut-être le 1%. Qui détient aujourd'hui la majorité des technologies et de l'argent sur Terre et qui pourra s'adapter, elle. Mais un Philippin qui se prend 380 km/h sur la figure en 2008 avec un typhon qui a dépassé toutes les perspectives météorologiques que nous pouvions connaître, qui vit avec 1,50 € par jour, il n'est pas en capacité de s'adapter à des conditions climatiques de plus en plus violentes. Les 20 millions de personnes qui sont en train de mourir de faim entre le Yémen et le Soudan à l'heure actuelle, qui s'en soucie véritablement? La crise syrienne a démarré sur 3 ans de sécheresse. Et là, nous voyons qu'il n'y a pas que le changement climatique. Il y a un problème lié à l'érosion de la biodiversité. Et nous sommes aujourd'hui dans une 6e extinction des espèces. Nous y sommes véritablement engagés. Alors la Terre, elle a déjà vécu 5 extinctions des espèces. Elle s'en remettra. Une de ces extinctions d'espèces a atteint 90% du vivant sur Terre. La vie renaît toujours. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de savoir si nous faisons partie du processus d'extinction que nous avons nous-mêmes engagé et si nous allons être capables de nous en relever. Et donc, nous en revenons effectivement à comment trouver les solutions aujourd'hui pour que cette prise de conscience émerge en nous et émerge en politique et émerge effectivement, ultimement, de façon juridique. Merci Valérie. Je vais me tourner maintenant vers Noël Mamère, que je ne présente plus, mais je vais te présenter quand même. Journaliste, homme politique écologiste très engagé dans les combats écolos depuis très longtemps, député maire de Bègles. Moi, ce que je voulais demander, Noël, c'est en tant justement que acteur politique, législateur qui a longtemps travaillé à l'Assemblée, notamment à la Commission des lois ou à celle des Affaires étrangères, comment est-ce que tu vois, pour rester toujours sur le constat, hein, avant qu'on commence à parler des pistes et des chemins de réflexion pour aller vers l'espoir, comment est-ce que tu vois ça, cette avancée du droit dont on a besoin aujourd'hui et ce qui bloque à l'échelle française et à l'échelle internationale? Est-ce que le monde politique et les acteurs politiques ont commencé vraiment à prendre conscience de tout ça? Est-ce que ça avance? Bref. Voilà. Alors, merci beaucoup. Je partage évidemment tout ce qui a été dit par Valérie. Je reprendrai ce qu'elle a dit au début, avant de répondre à ta question sur le droit. En fait, nous sommes dans une société de la démesure qui implique le déni de cette démesure.
je n'oublie pas que nous sommes dans une culture judéo-chrétienne et que le comportement de l'homme dit moderne sur son entourage, comme le dirait le philosophe Bruno Latour, c'est de le maîtriser, c'est d'avoir la main sur lui. Et cela est hérité de la Bible et de la Genèse, disant tu domineras la terre, la mer et les oiseaux. Et cet héritage, nous le portons avec les progrès techniques depuis plusieurs millénaires, dans une sorte de honte prométhéenne, comme l'a si bien décrit le philosophe allemand Gunther Anders dans son livre L'obsolescence de l'homme, que nous devrions lire et relire au moment où justement se pose avec une très grande acuité la question de la survie de l'humanité sur cette planète. Un polytechnicien qui s'appelle Alain Gras a écrit un livre qui s'appelle « La fragilité de la puissance ». Nous avons donc entre nos mains des outils techniques très importants, plus importants que jamais, qui pourraient nous aider et qui pourraient contribuer à ce que nous ralentissions notre prédation de la planète et qui pourraient donc nous aider à faciliter l'avenir des générations qui viennent. Sauf que, et c'est le terme anthropocène qui le traduit très bien, c'est cette puissance, nous ne la mettons pas au service de l'équilibre entre l'homme et la terre, mais nous la mettons au service de l'asservissement de la terre aux nécessités, aux ambitions et à la voracité de l'homme. Et c'est bien ce qui est en jeu aujourd'hui, avec cette idée que combattent les écologistes depuis longtemps parce qu'ils se sont construits dans la critique de la société industrielle, qui est cette question du progrès. Est-ce que c'est un progrès d'avoir artificialisé la nature avec des organismes génétiquement manipulés qui entraînent des conversions, en tout cas des mutations irréversibles dans ce que nous mangeons ou dans ce que nous cultivons, et qui entraînent bien sûr derrière des mensonges absolument effroyables, tendant à faire croire que, par exemple, des grandes multinationales, il n'y a pas que Monsanto, il y a Pioneer, Syngenta et bien d'autres, nous visant à nous faire croire que tout cela est fait pour le bien-être de l'humanité, en particulier pour lutter contre la faim dans le monde. Sauf que aujourd'hui, la planète peut nourrir les humains et que la plupart des famines et la plupart des famines que vivent les hommes sont des famines souvent organisées. Je pense en particulier à ce qui se passe aujourd'hui dans le Soudan du Sud. Mais il y a aussi des famines qui sont liées au réchauffement climatique et à la désertification de certaines zones. Et comme l'a très bien souligné Valérie tout à l'heure, un des facteurs que l'on n'a pas du tout, que l'on a beaucoup négligé dans l'explication de la situation en Syrie, c'est effectivement cette succession de 3 ou 4 sécheresses même qui a contribué à vider les campagnes, à faire que un lumpenprolétariat est arrivé dans les villes et a effectivement créé les conditions d'une forme de subversion et de critique du régime. Je vous recommande d'ailleurs très vivement la lecture d'un livre d'un Allemand qui s'appelle Harald Welzer, qui a écrit « Les guerres du climat ». Car on explique beaucoup de guerres par des phénomènes de religion ou des phénomènes de lutte ethnique. Ils font que se greffer sur ce qui est l'origine exacte de ces guerres, qui sont en fait souvent des guerres liées au climat. Et donc il y en aura d'autres, il y en aura beaucoup d'autres, et il y aura beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants, tels que ceux que nous voyons se noyer dans le cimetière de la Méditerranée, qui viendront, qui fuiront des pays dans lesquels ils ne pourront plus habiter. Et voilà qu'il faut que nous nous interrogions sur le droit pour répondre à la question de Benjamin. Aujourd'hui, il existe un statut du réfugié, c'est la Convention de Genève de 1951. On subit un tremblement de terre en Iran ou ailleurs, on peut être un réfugié lié à ces conditions, peut-être un réfugié politique, mais le jour où le Vanuatu aura disparu, ou par exemple dans les années qui viennent, selon les prévisions du GIEC, des villes entières, des pays auront disparu sous les eaux, ces habitants n'auront plus le pays.
Et donc il va falloir redéfinir un statut de ces réfugiés climatiques. Il va falloir donc trouver les moyens de régler, ou en tout cas de mettre en œuvre, un droit à portée internationale. C'est la raison pour laquelle, quand Benjamin m'interroge sur qu'est-ce qu'on peut faire en France, je crois qu'il faut arrêter avec cette idée simpliste, cette idée perverse, selon laquelle nous pourrions répondre aux problèmes du temps, aux problèmes de la planète, aux enjeux, aux défis qui est devant nous, uniquement avec nos petits bras musclés de Français. Mais le niveau à minima, c'est au moins l'Europe. Voilà pourquoi nous sommes un certain nombre dans ce pays à dire qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais que l'Europe doit être un outil de construction du droit. Et si le slogan des écologistes s'intitule « Nous n'avons qu'un seul monde », derrière ce titre se cache, ou en tout cas avance, l'idée que si nous n'avons qu'un seul monde, nous devons être solidaires. Et donc nous n'avons pas le droit d'accepter, par exemple, que 48 personnes soient aussi riches que la moitié des habitants de cette planète. Nous n'avons pas le droit d'accepter qu'il y ait aujourd'hui des injustices écologiques. Donc ça veut dire qu'il faut s'interroger sur la question de la dette écologique, des injustices environnementales, qui sont en général liées aux injustices sociales, avec ces malheureux Philippins ou bien d'autres qui sont victimes de ce que j'appelle la double peine. Et effectivement, nous ne pouvons pas rester en nous disant que pour réguler ce monde, on va le réguler par le marché. Non, nous sommes tous, enfin en tout cas derrière cette table je le pense, favorables à dire que la mondialisation, elle existe, que oui, nous n'avons qu'un seul monde, qu'on ne va pas le nier, qu'on ne va pas rétablir des frontières, surtout à la méthode Poutine, mais qu'il faut tenir compte de ce que maintenant, grâce à Internet et grâce à un certain nombre de réseaux, nous savons que nous devons être solidaires, et nous savons que dans ce que l'on appelait au XVIe siècle hic sunt leones, là où sont les lions, c'est-à-dire ces terra incognita, il n'y a plus de terra incognita aujourd'hui. Et donc nous avons parfaitement conscience des inégalités de la condition humaine de ceux qui sont dans ces terres que nous avons spoliées bien souvent, auxquels nous avons arraché leurs hommes et leurs enfants pour en faire des esclaves, et que nous continuons d'exploiter avec ce qu'on appelle l'extractivisme. Et donc il faut bien que nous posions les fondements du droit et que nous régulions par le droit. Voilà pourquoi il est difficile il serait irresponsable de penser qu'on ne peut répondre que par le local. Oui, c'est vrai, penser global et agir local. On a fait des petits pas, Valérie l'évoque dans son excellent bouquin, Un nouveau droit pour la Terre. Je pense en particulier à cette notion pour laquelle nous nous sommes battus de préjudice écologique, qui a été fixée par les législateurs français après la catastrophe de l'Erika. C'est un premier pas, mais le combat que nous menons depuis longtemps, un certain nombre d'entre nous, c'est d'instituer la notion de crime écologique. L'écocide est un crime écologique, évidemment. Mais Valérie le dira bien mieux que moi, c'est de faire en sorte que la Cour pénale internationale, qui a été instituée par le traité de Rome, ajoute une nouvelle chambre dans ses compétences, qui soit la criminalité écologique et qui soit la capacité de juger de ce qu'on appelle l'écocide. Alors, on en discutait tout à l'heure avec Valérie. Valérie va vous expliquer que beaucoup de progrès ont été faits, qu'il y a des initiatives qui ont été prises, vous en connaissez certaines d'entre elles, parce qu'elles ont franchi le mur des médias qui est resté tout le temps, pendant très longtemps, insensible à ces questions. La dernière en date est ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, avec la reconnaissance du statut de cette rivière par le gouvernement néo-zélandais, reconnaissant ce qu'est la cosmogonie des Maoris. Mais Valérie, qui a bourlingué un peu partout dans le monde et qui connaît ces peuples premiers, vous dira que dans notre grand orgueil, cette espèce d'orgueil qui consiste à dire que nous allons dépasser notre condition
à travers des rêves scientistes comme le transhumanisme ou d'autres religions de la science qui en fait ne font que nous lier les pieds et les poings à la science dont nous voulons nous débarrasser, qui veulent nous sortir de notre nécessité que sont la naissance, la souffrance et la mort pour nous rapprocher un peu plus de Dieu. Ben, nous savons très bien que on peut s'en rapprocher un peu, mais qu'on n'y arrivera jamais parce que l'homme n'est pas Dieu. L'homme, il est inscrit dans sa logique qu'il est fini. Mais il n'est pas obligé de s'autodétruire et de précipiter sa finitude. C'est la raison pour laquelle peut-être que notre salut, je n'aime pas beaucoup cette expression qui est une expression religieuse, il vaut mieux avoir une conception séculière de la société et du rapport de l'homme à la terre, mais peut-être que notre salut viendra de ces peuples que nous avons soumis, que nous avons colonisés, que nous avons humiliés, sur lesquels nous avons pratiqué des génocides. N'oublions pas que les États-Unis d'Amérique se sont construits sur 2 génocides, enfin sur le génocide des Indiens et sur la mise en esclavage des Africains, avec la complicité de certains pays comme la France. Ces peuples, dans leur cosmogonie, effectivement, sont en fusion avec la nature, avec leur entourage, comme le dit Bruno Latour. Et nous apprenons chaque jour un peu plus de ce que leur culture, de ce que leur conception du monde et de la place de l'homme dans la nature, nous apprenons chaque jour un peu plus ce que cela pourrait nous apporter. Et c'est ainsi que on est en train de découvrir qu'il faudrait peut-être se comporter autrement vis-à-vis des non-humains, des animaux. D'ailleurs, certains pays comme la Nouvelle-Zélande ont déjà fixé un statut aux grands singes. Et il y a d'autres pays, Valérie le dira, qui sont allés dans ce sens. Et maintenant, franchir un pas supplémentaire en pensant que l'homme n'est pas le centre de la nature, qu'il en est qu'un des éléments. Et qu'à ce titre, il ne peut pas prétendre construire le droit et le marché, si je puis dire, uniquement par rapport à ses propres intérêts. Et c'est sans doute ce travail qui est devant nous aujourd'hui. Pour conclure provisoirement ce que je vous dis, c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le rapport de force, il n'est pas en faveur de ceux qui veulent rééquilibrer le rapport de l'homme à la nature. Parce qu'il y a des intérêts puissants, des intérêts d'État, comme l'a dit Valérie, souvent liés à des intérêts privés, des lobbies de la finance, des lobbies de l'industrie, des lobbies de la science avec la complicité de scientifiques dans le cadre de conflits d'intérêts, des lobbies internationaux, bref, des gens dont le seul objectif est d'engranger du fric, des profits à court terme, sans se préoccuper, selon les vieilles méthodes de Ponce Pilate, de ce qui va pouvoir nous arriver à nous et à nos enfants. Voilà pourquoi, quand Valérie parle de justice transgénérationnelle, le combat qu'elle mène avec d'autres scientifiques et d'autres juristes à travers le monde est très important, parce que on ne peut pas s'exonérer de la responsabilité qui est la nôtre sur la situation dans laquelle on se trouve et sur ce qu'on laissera à nos enfants. Oui, c'est pour ça que c'est intergénérationnel. C'est pour ça que l'écocide a un côté très subversif, cette notion. Mais en même temps, elle est sans doute la voie de l'avenir. Et je crois qu'on peut dire aujourd'hui que cette notion qui progresse petit pas par petit pas, mais qui maintenant a un caractère international et planétaire, peut infuser les sociétés et contribuer à faire évoluer les politiques publiques et les politiques qui, c'est vrai, il faut le dire, ne sont pas très, très conscients de tous ces enjeux, tant il est vrai que nous sommes entrés dans une société victime de 3 poisons que sont la tyrannie de l'émotion, la simplification et la dictature de l'instant.
Merci beaucoup Noël. Pour rester sur le constat, une dernière fois, mais très rapidement, parce qu'après on va passer aux raisons d'espérer, hein, on ne voudrait pas non plus plomber l'ambiance dans la salle. Je voudrais avoir votre avis sur... Vous n'avez pas l'impression quand même qu'on vit dans une société totalement schizophrène? Juste rapidement sur la question des animaux, je dis ça parce que moi j'ai une fille en bas âge de 19 mois et je m'aperçois que quand on a des enfants, la première chose qu'on fait pour leur raconter des histoires, c'est de prendre des histoires avec des animaux. Où on fait beaucoup d'anthropomorphisme avec des animaux, où il y a beaucoup d'animaux dans les livres et les enfants adorent les animaux. Et dès qu'ils sont en âge de manger du solide, on leur fait bouffer des animaux, matin, midi et soir. Et le premier réflexe, c'est de ne pas comprendre pourquoi ils doivent commencer à manger du jambon, du poulet et de faire le lien comme ça. Et on tue quand même chaque année 60 milliards d'êtres de mammifères terrestres et 1000 milliards, je crois, d'animaux marins sur la planète. Et de croire que ça n'a pas un impact sur notre conscience collective et sur notre morale collective, ça me paraît assez bizarre. Donc il y a cet aspect de la schizophrénie dans laquelle on vit, sur lequel je voudrais vous interroger. Et l'autre aspect, c'est pour changer complètement de sujet, mais pour passer sur la scène internationale sur une autre schizophrénie, c'est on a tous de plus en plus conscience, après la signature de la COP21, qu'il faut se battre pour limiter le réchauffement climatique. La communauté internationale semble en avoir pris conscience, et pourtant, en même temps, on continue à vouloir imposer un traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne, le TAFTA ou TTIP, dont vous devez tous avoir entendu parler, le CETA avec le Canada. Comment est-ce qu'on gère cette schizophrénie totale en termes juridiques, à continuer à libéraliser toujours plus les échanges, tout en essayant d'imposer des normes juridiques pour réduire notre empreinte écologique? Donc Valérie, vaste question. Oui, c'est deux questions totalement... L'autre, c'était juste un constat, tu n'es pas obligé de partir sur le droit des animaux. Si, parce que je... Oui. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que cette prise de conscience vis-à-vis des animaux, vis-à-vis du bien-être animal, vis-à-vis du droit animal qui émerge dans les sociétés occidentales, s'accompagne d'une certaine radicalité quelque part. C'est-à-dire que c'est tout ou rien. On mange des animaux ou on n'en mange pas du tout. Et je crois que ce qui m'interpelle beaucoup, par exemple avec les enfants, mais même avec nous-mêmes, c'est qu'en fait, on ne sait plus que l'on mange un animal. Quand vous achetez un poulet sous cellophane, évidé, dont la tête a été coupée, les pieds a été coupés dans un supermarché, ou même dans une boucherie bio, vous oubliez qu'il était en train de courir il y a une semaine. Et là, on rentre effectivement dans une forme de schizophrénie. Et si on revient sur la façon dont les peuples, je dirais, pas seulement autochtones, mais les peuples traditionnels vivent, ils ont une relation à l'animal qui est totalement différente. C'est-à-dire qu'ils vont se nourrir des animaux. Mais ils continuent à les considérer comme leurs frères et leurs sœurs. Philippe Descola raconte au début de son livre... Par de la nature et culture, quand il arrive dans un village hachoir, en Amazonie, et il est accueilli dans une famille, et la femme est malade, et le mari est complètement en panique, et il lui dit « mais c'est pas grave, on va la soigner ». Et le mari lui dit « non, c'est ma faute, j'ai commis une erreur ». Parce qu'en fait, il y a 3 jours, j'ai rencontré un ami qui avait un fusil. Et les hachoirs continuent à chasser à l'arc, à la sarbacane, et il me l'a mis entre les mains. Oh, et c'était incroyable. J'ai plus pu m'empêcher. J'ai tiré partout. J'ai tué je sais pas combien de singes. C'était complètement jubilatoire. Et puis tout d'un coup, j'ai pris conscience de ce que j'avais fait, parce qu'en fait, j'avais besoin d'un singe pour nourrir ma famille. Et j'en ai peut-être tué 30. Et ils se sont empalés, et ils sont tombés, ils se sont retrouvés coincés la tête en bas, et ils ont hurlé. Et en fait, j'ai cassé une règle. J'ai véritablement cassé quelque chose avec mes frères les singes. Et pour les hachoirs, les plantes, les arbres sont aussi des frères et des sœurs. Et au-delà même, ils considèrent que nous sommes, vous savez, la science autochtone est très très proche finalement de ce qu'a découvert la physique quantique, ou de ce qu'a découvert Einstein avec E égale mc2. C'est que finalement matière et énergie, c'est la même chose.
nous sommes des êtres d'énergie, nous sommes juste des cellules qui ne se touchent même pas les unes les autres. Et donc, soit on rentre dans une perspective qui est une perspective où on regarde la vie dans son ensemble, nous sommes effectivement un maillon du vivant, tout le monde est vivant et nous interagissons avec notre environnement en fonction de nos réels besoins et non pas dans une perspective d'accumulation. Et là, peut-être on peut se permettre effectivement de rester dans le cycle naturel des animaux qui se chassent les uns les autres, qui se mangent les uns les autres. Je pense à ce parc de Yellowstone qui est en train de complètement revivre grâce à l'introduction des loups. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui circule, elle est en anglais, mais c'est très intéressant. On a remis les loups dans le parc de Yellowstone et ça a totalement changé l'écosystème du parc. Parce que finalement, en régulant le nombre de cervidés, ça a permis à d'autres animaux de venir, à des oiseaux de se réinstaller, aux cours d'eau de se stabiliser. Voilà, donc c'est ça, le principe même de l'écosystème, c'est pas un jugement de valeur. Alors oui, on rentre effectivement, nous, dans nos sociétés occidentales, dans une... Et je trouve ça très bien, je veux dire, j'encourage le végétarisme, j'encourage le véganisme, parce qu'on a une responsabilité forte dans nos modes de consommation, dans la manière dont on a impacté le reste de la planète. Mais on ne peut pas l'imposer au monde. Je crois que c'est plus dans la manière dont nous nous centrons et dont nous... si aujourd'hui chacun réapprenait à cultiver la terre, à s'occuper effectivement de produire sa propre nourriture, à rentrer dans une vraie souveraineté alimentaire quasi individuelle ou en éco-village, alors on n'aurait peut-être pas besoin d'aller jusque-là. Voilà. Bon, ça c'était un premier point de vue tout à fait personnel. Alors ensuite... Oui, oui. En fait, si vous voulez, je vais m'en profiter pour revenir sur quoi je voulais intervenir tout à l'heure par rapport à la construction du droit occidental. Il s'est construit ce droit occidental justement à l'époque de la conquête. Il y a 500 ans, quand les Français, les Anglais, les Espagnols et les Portugais ont voulu découvrir d'autres territoires et ont tenté de rejoindre les Indes et se sont trompés de route, et ont débarqué aux Amériques, ils se sont retrouvés tout d'un coup face à face à d'autres humains. Et la question était, est-ce que ce sont des humains? Et comment se fait-il qu'il y ait d'autres gens sur Terre que nous? Et donc il y a eu deux écoles, et on voit qu'aujourd'hui on en est toujours là. Il y a eu l'école des juristes et des philosophes, en particulier l'école de Salamanque en Espagne, qui a essayé d'interpeller Charles Quint, le pape, en leur disant « Mais attendez, là, manifestement, ils sont comme nous. » Et donc, on devrait peut-être réfléchir à comment interagir et à réguler nos relations. Et donc, ils ont travaillé sur ce qu'on appelle le droit des gens, qui est finalement l'ancêtre des droits de l'homme. Et quand ils ont vu que le pape, après, par exemple, quand ils sont arrivés au Mexique, il y avait plus d'1,1 million Indiens sur ce territoire, même pas 30 ans plus tard, il restait 15 000 individus. On parlait de génocide tout à l'heure, Noël parlait de génocide. Ils ont dit, mais là, c'est pas possible. Je veux dire, il faut qu'on arrête, on arrête le massacre. Et puis là, on a remplacé effectivement les Indiens par des Africains. Et donc, ils ont aussi demandé au pape de réfléchir au fait de mettre en esclavage des populations. Mais en parallèle, les États conquérants, eux, ce qui les intéressait, c'était de développer le commerce international, dès le début. Et donc, ils ont développé le ius commerci, le droit du commerce, et de façon à réguler les échanges, avec toujours en arrière-plan l'idée que le droit va servir à maintenir la paix. Donc, le droit commercial va permettre donc de trouver comment régler les différends entre les États et, voilà, et aplanir, si vous voulez, les relations. Et on en est encore là, dans le sens où on a donc effectivement, depuis que les multinationales négocient des traités, pas seulement des traités de libre-échange avec des continents, mais des traités bilatéraux de libre-échange. C'est d'abord comme ça qu'ils ont fonctionné. Ils vont voir des États
Ils leur disent, écoutez, vous nous laissez investir, nous allons créer de l'emploi, nous allons mettre des capitaux dans le pays, mais en échange, vous n'avez pas le droit de regarder notre politique sociale, vous n'avez pas le droit de privilégier vos produits locaux, et vous n'avez pas le droit de nous mettre dehors. Tranquille, quoi. Et donc maintenant, effectivement, avec les traités transpacifiques, transamérique, trans-Europe, Canada, Europe, États-Unis, ce sont finalement un petit peu ces mêmes aspirations qu'ils essayent de mettre en œuvre et qui font finalement régresser les droits de l'homme et le droit de l'environnement. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, autant les entités que sont les entreprises sont reconnues comme des entités morales, mais ont un statut juridique en droit, et donc essayent de se défendre par rapport à ce statut, autant les écosystèmes n'ont pas de statut juridique. Et pourtant, ce sont les êtres vivants sur Terre, sont vivants, sont pérennes. Une entité morale, que ce soit une association ou une entreprise, elle est virtuelle. On a finalement donné plus de droits à des choses virtuelles qu'à une réalité concrète qui est effectivement les différents écosystèmes ou les différents êtres vivants sur Terre. Et en plus, les citoyens ne peuvent pas ou très difficilement se retourner contre les multinationales qui sont des hydres à plusieurs têtes et qui se débrouillent toujours pour, quand elles sont acculées dans un pays face à une cour, demander à ce que le jugement soit fait ailleurs, là où ça leur est plus bénéfique. C'est ce qui s'est passé, par exemple, lors du procès entre l'Équateur et Texaco Chevron, qui a pollué pendant 26 ans l'Équateur et qui a refusé de se soumettre finalement au jugement du juge équatorien, qui leur réclamait 19 milliards de dollars, qui a fait rejuger le procès, qui a réussi à obtenir une amende de moitié et qui finalement a encore refusé de les payer. Et au final, ça s'est traité où ? Ça s'est traité à la Cour de justice internationale, entre l'État et la multinationale, mais à aucun moment les citoyens ont pu revendiquer qu'ils avaient été des victimes. À aucun moment. Alors, il y a des juges courageux, par exemple un juge au Canada qui a dit « Mais attendez, Texaco Chevron, je crois qu'ils ont 15 milliards d'actifs à Calgary, ils en doivent 9. Moi, je vais saisir les actifs canadiens. Après tout, on va jouer le jeu. Vous voulez jouer à être à plusieurs endroits en même temps et à échapper à vos responsabilités. Voilà, moi, je vais peut-être essayer de saisir ces actifs. C'est en cours. » Et donc, il manque clairement quelque chose dans le droit aujourd'hui qui permette, aux citoyens, aux victimes humaines, de demander à des multinationales de rendre des comptes. Ça, c'est un vrai problème. Et puis, il manque donc effectivement aussi le fait que les atteintes les plus graves à l'environnement puissent être reconnues comme des atteintes criminelles, parce qu'aujourd'hui, le statut de Rome qui fonde la Cour pénale internationale, une cour qui n'existe que depuis 2002, je vous le rappelle, elle a mis 50 ans à se construire en s'appuyant finalement sur ce qui est sorti des procès de Nuremberg qui ont permis de définir le crime contre l'humanité, le crime de guerre et puis plus tard le crime de génocide. 50 ans pour arriver à faire que ces crimes deviennent reconnus à l'échelle internationale. Et quand je dis internationale, et ça c'est très important parce que c'est la deuxième chose dont je voulais parler tout à l'heure quand on a parlé de la propriété privée, ça veut dire de façon supranationale, au-dessus des États, et donc au-dessus de la souveraineté des États. La Cour pénale internationale aujourd'hui, normalement, est en capacité de lever l'impunité des chefs d'État et des chefs de guerre, et de ne pas se soucier de la souveraineté nationale. C'est la seule instance au monde qui a cette capacité-là. Elle n'en use pas facilement. Mais en ce qui concerne le crime d'écocide, puisqu'on demande aujourd'hui à ce qu'il y ait donc un 5e crime international qui soit reconnu, et qui soit reconnu comme un crime contre la paix, puisque de fait, menacer l'habitabilité de la Terre, menacer la sûreté de la planète va engendrer
un chaos, va engendrer des conflits de plus en plus récurrents, ce crime d'écocide puisse devenir un crime reconnu de façon supranationale et que puisse être aussi jugé par cette Cour pénale internationale des dirigeants d'entités morales, des dirigeants par exemple de multinationales ou d'entreprises. Alors c'est vrai que quand on a lancé cette idée-là il y a quelques années, on nous prenait un peu pour des fous. On disait mais attendez, alors 1, plus de souveraineté nationale, 2, on s'attaque aux dirigeants de multinationales, 3, vous voulez donner finalement à travers la reconnaissance du crime d'écocide, c'est-à-dire de protéger l'écosystème Terre, en particulier les communs planétaires que sont les océans, les pôles, l'atmosphère, mais aussi les systèmes écologiques terrestres, des droits à la nature. Et en plus, vous voulez, parce que c'est dans le texte que l'on propose, clé en main, que l'on puisse effectivement poser l'incrimination d'écocide quand une atteinte à l'environnement n'a pas forcément de victime directe là tout de suite, mais risque d'en provoquer dans le futur. Et donc de reconnaître finalement certains droits aux générations futures. Mais à notre grande surprise, vous avez entendu parler du tribunal citoyen contre Monsanto ? Nous avons co-organisé à plusieurs ONG un tribunal citoyen à la façon Russell et Sartre. Vous savez, c'est ce tribunal citoyen qui avait été organisé à la fin de la guerre du Vietnam et qui a permis de démontrer les crimes de guerre qui avaient été commis et qui n'étaient pas jugeables par le droit à ce moment-là. C'est-à-dire finalement de montrer les écueils du droit. Nous avons organisé un tribunal citoyen contre Monsanto à La Haye, où siègent la Cour pénale internationale et la Cour de justice internationale, pour écouter de vrais témoignages, de vraies victimes, et permettre à 5 juges de renommée internationale reconnus, officiels, de délivrer une opinion juridique, d'une part pour savoir si par exemple une entreprise comme Monsanto violer le droit à l'alimentation, le droit à l'eau, le droit à la santé, le droit à l'indépendance de la recherche scientifique, mais surtout, est-ce que Monsanto pourrait être incriminé de crime d'écocide si ce crime était reconnu par le droit international, et est-ce que ces juges trouvent qu'il serait nécessaire de reconnaître ce crime ? Et ils ont rendu leur avis le 18 avril, donc il n'y a pas longtemps, et de façon totalement unanime. Il y avait l'ex-vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme comme juge. Il y avait une ancienne juge du tribunal pénal pour le Rwanda. Vous voyez que voilà, c'était des personnalités. Ils ont tous reconnu que très clairement, il manquait un outil juridique aujourd'hui pour protéger les conditions de la vie sur Terre et protéger les générations futures. Et ils se sont engagés personnellement à nous accompagner et même à rencontrer les États qui sont intéressés à vouloir porter ce projet à la Cour pénale internationale, par exemple le Burkina Faso. Il est probable donc que la juge sénégalaise du tribunal Monsanto se déplace jusqu'à Ouagadougou pour rencontrer le gouvernement et appuyer le plaidoyer que nous faisons pour que les États reconnaissent donc ce crime. Peut-être qu'on reviendra ensuite sur la stratégie et pourquoi justement nous nous tournons vers la Cour pénale internationale plutôt que vers l'ONU. Parce que je sais que certains d'entre vous militent beaucoup aussi au sein de l'ONU pour lever l'impunité des multinationales. Mais en ce qui nous concerne, on pense que c'est complémentaire. Mais on y reviendra peut-être plus tard. Ok, merci beaucoup Valérie. Juste une rapide intervention, Noël, sur la question justement de la responsabilité des multinationales, parce que dans la législature qui s'achève à l'Assemblée nationale, le groupe écologiste s'est battu pour une proposition de loi sur ce sujet. Oui, une proposition de loi qui a été adoptée, mais avec des limites, sur la responsabilité sociale et environnementale, et notamment sur le fait qu'on pouvait s'attaquer à des filiales de grands groupes qui sont installés au Bangladesh, en Éthiopie ou ailleurs. Tout cela a été inspiré par... il faut toujours des catastrophes, malheureusement, pour qu'on fasse avancer le droit, surtout dans ces domaines. Et c'était en réaction à ce qui s'est passé au Bangladesh dans l'affaire dite du Rana Plaza,
et qui a tué 1100 ouvrières et ouvriers du textile et qui travaillaient pour des compagnies françaises et européennes. Mais on est encore très loin de cette responsabilité sociale et environnementale que l'on pourrait appliquer aux multinationales qui, comme l'a très bien dit Valérie, sont très malines, hein, donc elles sont très bien organisées, elles ont de très bons juristes à leur service et sont capables de changer leur raison sociale pour ne pas être qualifiés de responsables. Donc il ne faut pas croire que le combat qui est mené par Valérie et par d'autres juristes internationaux est un combat facile. Je vous disais tout à l'heure que le rapport de force n'est pas en la faveur de ceux qui défendent le droit, mais en même temps, il commence à s'équilibrer. Je pense d'ailleurs que la publicité, entre guillemets, qui a été donnée au tribunal Monsanto, puisque c'est ainsi qu'on l'a appelé, dans les médias, est un élément qui peut contribuer à faire avancer cette notion de droit et donc comme le disait un de mes copains, il y a dans le monde et en France une sous-pénalisation de la criminalité écologique. Donc vous avez des grandes sociétés qui pratiquent des pollutions énormes et qui sont finalement très peu condamnées. Donc elles s'en fichent, elles vont payer, mais elles peuvent continuer. Je ne sais pas si vous avez lu l'autre jour dans Le Monde le compte-rendu, enfin pas le compte-rendu, mais le papier consacré à une série de rapports qui ont été établis par des scientifiques sur le développement des algues vertes et sur ce que les algues vertes ont provoqué, les morts qu'ils ont provoquées aussi bien d'humains que d'animaux. Eh bien, aujourd'hui, il est impossible, dans l'état actuel, il y a un citoyen qui se bat, quelqu'un qui a de la famille de quelqu'un qui est mort, à la suite de cette intoxication par les algues vertes, et il mène un combat qui est très difficile. Et aujourd'hui, les tribunaux, jusqu'à un nouvel ordre, les tribunaux n'ont jamais donné raison à ceux qui se battaient pour faire reconnaître la responsabilité de ces algues vertes et donc de ceux qui contribuent à produire des algues vertes qui contiennent un produit toxique. Mais j'ai chez moi, dans le sud-ouest, une jeune femme qui s'appelle Valérie Murat, qui mène un très beau combat contre les fabricants de pesticides qui sont, comme vous le savez sans doute, ou peut-être pas, parce que vous êtes des citadins, mais dans le sud-ouest et dans les vignobles, on pratique des épandages de pesticides massifs qui ont non seulement des conséquences sur l'environnement, mais aussi sur les humains, pas simplement sur ceux qui pratiquent l'épandage, mais aussi sur le voisinage. Il y a, dans le sud-ouest, chez moi, il y a à peu près 140 écoles qui se trouvent à 50 mètres de pièces de vignes dans lesquelles on pratique l'épandage. Là encore, sous la pression des lobbies, nous avons essayé à l'Assemblée nationale de faire voter une loi pour réduire cet épandage, mais sous la pression des lobbies, en particulier de syndicats comme la FNSEA, enfin, pas comme, de la FNSEA, la loi n'est pas allée jusqu'au bout. Et donc, il y a aujourd'hui encore des menaces sur la santé des enfants, des parents et de ceux et du voisinage. Et là encore, le combat qu'elle mène, Valérie, son père est mort d'un cancer lié à l'utilisation de pesticides pendant plus de 40 ans, et quelques mois avant sa mort, il a réussi à faire reconnaître le caractère professionnel de son cancer. Et aujourd'hui, sa fille se bat pour faire reconnaître la responsabilité des sociétés qui produisent ces poisons. C'est un combat, encore, très difficile. Mais comme dit l'autre, on ne perd que les combats que l'on ne mène pas. Voilà, il n'y a pas... Et je voudrais simplement, sur les circuits de l'escalier, tout à l'heure, Valérie disait à juste titre, on ne peut pas imposer les choses. Je crois qu'il faut que vous soyez bien conscient que, en tout cas, moi j'appartiens à une famille d'écologistes qui pensent que l'écologie est intimement liée à la démocratie, à la question des seuils de tolérance dans les sociétés, et qu'il n'est pas question de contribuer à mettre en œuvre des formes d'éco-totalitarisme. Ce qui pourra arriver d'ailleurs demain, le jour où nous serons dans le rationnement, le jour où nous serons dans des situations qui ne pourront plus être contrôlées démocratiquement, et où l'homme sera devenu un loup pour l'homme. Donc le boulot des écolos, c'est précisément d'éviter cela, c'est de ne pas en arriver là.
Et c'est d'essayer de faire passer un certain nombre d'idées, et donc qui doivent se traduire ensuite dans des politiques publiques, en le faisant par l'intermédiaire, par les outils de la démocratie. D'ailleurs, vous constaterez comme moi que les catastrophes auxquelles on a assisté, ceux qui promettaient l'avenir radieux, vous savez, Zinoviev avait très bien écrit là-dessus, le régime soviétique qui promettait l'avenir radieux a été non seulement une catastrophe en termes de liberté, en termes humains, mais a été une catastrophe écologique. Je faisais une émission à la télévision qui s'appelait Résistance et j'étais allé faire en 87, au moment de la Glasnost, une série de reportages. Et les premiers mouvements que j'ai rencontrés, le premier mouvement que j'ai rencontré s'appelait Éco-Glasnost. C'est-à-dire c'était des militants écolos qu'on appelait les informels à l'époque, qui avaient commencé à ébranler ce que l'on croyait un régime indéboulonnable. Et c'est vrai que ces pays dans lesquels il n'y a pas de liberté d'expression, où l'on peut dire ce que l'on veut, se battre, sont des pays dans lesquels non seulement on réduit les libertés, mais dans lesquels l'écologie est la première victime. Il faut bien comprendre ça, qu'il n'est pas, que les questions posées par l'écologie, c'est pas simplement des questions d'environnement, d'oiseaux et d'arbres. C'est des questions de droit et des questions au cœur de la démocratie. Et c'est ça qu'il faut qu'on explique et qu'on n'a pas été très bon jusque maintenant pour le faire comprendre.